cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Elle était l'une des femmes les plus controversées de la Renaissance. Fille de roi, sœur de roi, épouse de roi, Marguerite de Valois. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On l'appelait la reine Margot et cela fait pas mal de temps que Camille nous demande une émission sur cette souveraine oubliée et qui pourtant avait tout fait pour qu'on ne l'oublie pas. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. En 1605, c'est-à-dire 10 ans avant sa mort, Marguerite de Valois rentre à Paris. Pourquoi rentre ? Eh bien parce qu'elle en a été absente pendant très longtemps. Elle est la fille du roi Henri II, la sœur des rois François II, Charles IX et Henri III, celle qui a été l'épouse du roi de Navarre, d'Henri de Navarre, et qui ensuite a été reine de France à ses côtés, vient de passer près de 20 ans exilée dans les fins fonds de l'Auvergne, au château d'Usson, qui se trouve aujourd'hui dans le département du Puy-de-Dôme. Elle a été exilée là-bas sur ordre de son frère, Henri III, mais son mari, Henri IV, n'y voyait aucun inconvénient, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a été punie, on ne sait même plus pourquoi, tellement nombreux sont les motifs de punir la pauvre Margot, mais essentiellement pour sa participation à la Ligue, disons-le, une Ligue qui rassemblait à l'époque les catholiques intransigeants. Il y avait aussi là-dedans des personnages très hostiles à la politique d'Henri III. Bref, elle n'était pas dans le bon camp, si je puis dire. Et c'est comme si l'on peut dire qu'elle était née sous une mauvaise étoile, ou en tout cas qu'elle suivait une étoile qui lui indiquait assez souvent la mauvaise voie. Ce retour dans la capitale n'a pas été simple. Marguerite de Valois a demandé l'autorisation de revenir vivre en Île-de-France au roi, Henri IV, son ancien époux donc, enfin l'époux dont elle vit séparée depuis quelques années. Ils seront, un jour on finira par annuler leur mariage. Évidemment, Paris lui réserve un bel accueil. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on a conservé d'elle le meilleur souvenir possible après ces 22 années d'absence. C'est dans la famille royale peut-être qu'on est le moins content de la voir revenir. En 1605, la 7e des 10 enfants d'Henri II et Catherine de Médicis ne compte plus les amants qu'elle a eus dans sa vie. Il est vrai qu'elle a eu, je dis bien elle a eu, c'est plus du tout le cas en 1605, mais elle a eu un visage avantageux, avec de jolis yeux, un regard assez envoûtant semble-t-il, une bouche sensuelle, un teint éclatant, des cheveux noirs et frisés, bien entendu, qu'elle cachait d'ailleurs généralement sous des perruques blondes. Brantôme, vous savez, l'homme des dames galantes, Brantôme nous dit: s'il y en ait jamais une au monde parfaite en beauté, c'est la reine de Navarre. Le premier grand amour de Marguerite, et peut-être le seul, et peut-être que si d'ailleurs on l'avait laissé filer ce parfait amour jusqu'au bout, tout aurait été différent, mais son grand amour a été pour le duc de Lorraine, pour Henri de Guise. À 17 ans, donc à 17 ans son père est mort déjà depuis une bonne dizaine d'années, son frère François II aussi, c'est son frère Charles IX qui règne à ce moment-là. À 17 ans, elle devient donc la maîtresse du héros de Jarnac et de Moncontour, l'ambitieux chef de file des catholiques intransigeants. Seulement, les Guises sont partisans d'une monarchie placée sous la tutelle des grands. Ils préconisent des mesures radicales contre les protestants et pour la reine-mère, Catherine de Médicis, il n'est évidemment pas question de mariage entre sa fille et ce personnage. C'est tout à fait inenvisageable. Catherine de Médicis, et d'une façon plus générale la famille royale, réagit violemment à cette idylle entre Margot et le duc de Guise, au point d'ailleurs que Charles IX aille très loin. Il va jusqu'à projeter de faire tuer Guise à la chasse par le prieur d'Angoulême. Guise a été prévenu à temps par les soins de Marguerite, au passage, et il échappe à la mort. Ça, c'est une autre des caractéristiques de cette femme qui aura sauvé un certain nombre de ceux qu'elle aimait. Pendant ce temps, Catherine de Médicis a projeté de marier Margot, alors vraiment avec toute l'Europe, avec Philippe d'Espagne, avec Rodolphe d'Autriche, avec Sébastien de Portugal. Finalement, c'est donc Henri de Navarre, le jeune chef du parti protestant, celui qui deviendra un jour Henri IV, qui devient son mari le 8 juillet 1572.
On se rappelle évidemment ces noces extraordinaires. Enfin, le 8 juillet, c'est le jour de l'arrivée, l'entrée d'Henri dans Paris. Le mariage a eu lieu un peu plus tard. Le mariage a eu lieu exactement, je suis en train de chercher la date, le 18 août 1572. Et vous savez que ça a été suivi par la terrible Saint-Barthélemy 3 jours plus tard. Pas 3, c'était le 24 août, donc 6 jours plus tard. Un officier des Guises avait blessé sérieusement Coligny. Il y a eu tout un enchaînement de circonstances. On ne va pas revenir dans le détail sur cette nuit terrible de la Saint-Barthélemy, au cours de laquelle les Huguenots sont tués sur ordre du roi. Pour Marguerite, ça a été un traumatisme épouvantable. On peut l'imaginer. Les protestants sont massacrés jusqu'à l'intérieur du Louvre. Elle a sauvé un certain nombre de protestants en les cachant à l'intérieur même de sa propre chambre. Alors, le mariage avec Henri de Navarre n'est pas un mariage heureux, disons-le clairement. Sans doute y a-t-il des ambitions politiques de la part des deux mères respectives, Jeanne de Navarre et bien sûr Jeanne d'Albret et Catherine de Médicis, mais évidemment les époux n'étaient pas faits du tout l'un pour l'autre. Et quand la belle Margot, parce qu'à l'époque c'est encore la très belle Margot, voit arriver cette espèce de personnage hirsute qu'est à l'époque Henri de Navarre, évidemment il ne lui plaît pas du tout. On lui prête du reste une liaison avec Joseph de la Mole, vous savez. Alors lui, très comme il faut, toujours très bien habillé, plein de lotions et d'onguents, couvert de soie. Sa beauté, disons-le, a séduit Marguerite. La Mole, c'est tout le problème, est dans le parti des malcontents qui multiplie les complots pour s'emparer du pouvoir. Il est un des hommes de main de François d'Alençon, qui veut arracher le trône à son frère Charles IX, et qui veut également écarter Henri d'Anjou, le successeur présomptif. Bref, vous voyez qu'une fois de plus, Margot se retrouve dans le camp qui n'est pas le bon. Elle se retrouve avec les malcontents, elle se retrouve avec les complotistes, elle se retrouve parmi ceux qu'on ne doit pas fréquenter normalement. Est-ce qu'elle a suivi sa mauvaise étoile, son mauvais penchant, ou est-ce que le hasard ou la providence a finalement toujours placé Marguerite du mauvais côté? Il y a quand même pour elle un certain nombre de soucis à se faire, parce que ce n'est que le début d'une vie qui va être riche en retournements, en péripéties et surtout en déboires. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et revenons avec vous, Franck Ferrand, à la reine Margot et à ses nombreux amants. Alors celui du moment s'appelle La Mole. C'est toute l'histoire du roman. C'est Alexandre Dumas. Là, c'est la reine Margot, bien entendu. Ça a donné un film mis en scène par Patrice Chéreau avec bien sûr Isabelle Adjani, qui prêtait à la reine Margot des traits sans doute nettement plus harmonieux qu'ils ne l'avaient été dans la réalité. Alors on dit que au moment où le pauvre La Mole est décapité, il est décapité avec Annibal de Coconnas d'ailleurs, qui est son compagnon, la pauvre Margot et la duchesse de Nevers, qui elle était la maîtresse de Coconnas, vont demander les têtes des condamnés et les prendre sur leurs genoux, aller les ensevelir de leurs mains au pied de Montmartre dans l'abbaye de Saint-Martin. C'est en tout cas ce que rapporte la légende, et c'est évidemment ce dont Alexandre Dumas a tiré de belles pages. François d'Alençon et Henri de Navarre sont retenus prisonniers au château de Vincennes à cette époque. Marguerite rédige une plaidoirie, le mémoire justificatif pour Henri de Bourbon, afin qu'il puisse se défendre devant le roi, et à l'avènement d'Henri III, les deux seront libérés, laissés en liberté sous surveillance. On raconte que au moment où elle reparaît à la cour, Marguerite, néanmoins, va se faire remarquer, car elle porte des robes noires avec de petites têtes de mort sur des bracelets, et au bout de son collier, vous voyez un peu l'ambiance. La reine Catherine de Médicis, sa mère, est absolument furieuse. L'ambiance entre Marguerite et Henri de Navarre ne s'améliore pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne lui donne pas d'enfant, du reste. Le futur Henri IV, de son côté, a beaucoup de maîtresses. Alors, lui a des maîtresses, elle a des amants, on va y revenir tout à l'heure. Celui avec qui elle va rester le plus longtemps, elle, c'est Louis de Clermont-Bussy d'Amboise, gentilhomme du duc d'Alençon. C'est une relation qui va durer 4 ans. Or, il se trouve que Bussy d'Amboise est un partisan d'Alençon, donc un ennemi du roi. Quand je vous dis qu'elle est toujours avec ceux qui contestent le pouvoir de ses frères, d'une façon générale.
En 1578, ce pauvre Bussy d'Amboise est arrêté. Marguerite obtient l'autorisation de rejoindre à ce moment-là son mari Henri de Navarre dans le sud-ouest. La voilà à la cour de Pau. Elle le suit à Nérac. Et il faut bien dire qu'à Nérac, elle mène une vie débridée. Agrippa d'Aubigny écrira « Les yamna levis » comme la chaleur les serpents. Et Sully note de son côté « La cour y fut un temps douce et plaisante, car on n'y parlait que d'amour et des plaisirs et passe-temps qui en dépendent. » Oui, c'est une cour d'amour, mais d'un autre type en quelque sorte que Margot va créer et va instaurer à Nérac. Elle a aussi un amant là à Nérac, bien entendu. C'est quand même le petit-fils du connétable de Montmorency, le vicomte de Turenne, principal lieutenant de son mari, encore une personnalité protestante. Et c'est encore une fois, elle aime les beaux galants, si je puis dire, Margot. C'est un homme qui aime le luth, qui danse, qui s'habille avec élégance, etc. Et puis au moment où Turenne s'en va, quand je dis Turenne, ce vicomte de Turenne s'en va faire la guerre dans le Languedoc, c'est au tour d'un autre protestant de se retrouver dans le lit de Margot, Jacques de Harlay, seigneur de Champvallon. Et alors là, avec Champvallon, c'est une nouvelle passion. C'est peut-être, je parlais tout à l'heure du grand amour de sa vie, mais enfin là, il y a sans doute eu une passion. Il faut les imaginer, tous deux se récitant des vers de Pétrarque, de Lucrèce, etc. En 1582, Marguerite revient à Paris. Elle revient seule, son mari est resté là-bas dans sa Navarre. Il y a toujours pas d'héritier à ce couple. Elle erre de château en château. On la voit à Fontainebleau, à Saint-Maur, à Villers-Cotterêts, à Monceau, sublime château de Monceau. Son amant, Champvallon, arrive à la cour. Alors là, ça commence à faire véritablement scandale. Et pour ne pas être vue au Louvre avec lui, elle le reçoit dans un hôtel de la Couture Sainte-Catherine. On dit qu'elle a été enceinte de Champvallon. Et on dit même que le roi a été faire fouiller sa maison, a fouillé le matelas de sa sœur pour y chercher des preuves d'un avortement. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Il y a quand même quelque chose d'assez pesant toujours, d'assez lourd, d'assez sombre autour de ce personnage. L'année suivante, Henri III n'en peut plus. Alors je ne vais pas vous parler de toutes, parce que Dieu sait qu'elle en a commis des erreurs et des faux pas. Finalement, il la chasse de Paris. Marguerite est rejetée par sa famille. Elle est rejetée par son mari et c'est pour ça qu'elle va passer si longtemps au château d'Usson où pour tuer le temps, elle rédige ses mémoires. Elle finit par s'adapter à cette vie de recluse. Ça va quand même durer, je vous le disais tout à l'heure, 22 années cette histoire d'exil au château d'Usson. Et voilà donc une Marguerite totalement transformée qui revient en 1605. Elle est, nous dit Talleyrand des Réaux, horriblement grosse. Alors, je cite Philippe Erlanger, elle semble être l'extravagante apparition d'une autre époque, avec ses fards agressifs sur des joues énormes, une coiffure surchargée, un corsage bardé de gemmes découvrant résolument une poitrine débordante. Les jeunes gens restent fascinés par son vertugadin dont les nombreuses poches sont censées contenir les cœurs embaumés de ses amants. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie et à la mort de la reine Margot. Disons les choses clairement, si Margot a eu l'autorisation de revenir à Paris après ses 22 années d'exil, c'est parce qu'elle avait accepté tout ce que voulait Henri IV, c'est-à-dire la séparation, ça faisait longtemps qu'elle était effective, mais surtout l'annulation du mariage, la possibilité pour lui de se remarier. Vous savez qu'il a épousé Marie de Médicis à ce moment-là, et quand Margot arrive à Paris, tout ça est déjà bien en train. Évidemment. Alors, elle rentre, je vous l'ai dit, dans un premier temps, le divorce a été prononcé en 1599. Elle rentre, elle s'installe à l'hôtel de Sens, en face de l'île Saint-Louis, c'est l'archevêque de Paris qui la loge là. À l'époque, elle a un amant, évidemment, parce que je ne vous précise pas ça à chaque fois, mais il s'appelle Saint-Julien cette fois. Et il y en a un petit qui, lui, a 17 ans, il s'appelle Vermont, c'est un page, il est complètement fou amoureux d'elle. Entre parenthèses, quand on la décrit, elle est devenue une espèce de monstre, on comprend même pas que tous ces garçons soient amoureux d'elle, mais je pense qu'en fait elle devait être assez fascinante. Elle était une sorte de reine d'un autre temps, elle avait un tempérament extraordinaire. Enfin, je poserai la question tout à l'heure à mon invité pour qu'il nous dise ce qu'il pense de ce pouvoir de séduction et de fascination assez extraordinaire. Toujours est-il que le petit, alors comment s'appelait-il lui, Saint-Julien va tuer Vermont, figurez-vous, d'un coup de pistolet. Évidemment, lui-même est décapité. Alors elle assiste à la décapitation
décapitation. Marguerite de Valois n'a pas changé. On dirait que la pauvre est née pour assister aux exécutions de ses différents amants. Elle va bientôt trouver une autre maison au bord de la Seine, toujours dans le pré aux Clercs. Vous savez, ce grand pré qui va de l'actuelle rue de Seine à l'actuelle Assemblée nationale. Elle transforme tout ça en palais. Ça devient un lieu où il faut aller. Elle y reçoit les philosophes, les poètes. N'oubliez pas que cette femme, parce que j'ai beaucoup parlé de ses amours, etc., mais elle est très cultivée, elle aime les lettres. On parle indifféremment à sa cour l'italien, l'espagnol, le français bien sûr, le latin. On parle beaucoup de littérature. Elle reçoit des ecclésiastiques, des moines augustins, malgré tout. Il faut vous dire qu'elle a adopté un mode de vie très pieux depuis qu'elle s'est retirée à Husson. Elle assiste notamment le matin à 3 messes d'affilée. Vous imaginez, elle communie, elle se confesse d'abord et elle communie 3 fois par semaine. À Paris, les moines augustins qui sont installés chez elle chantent des psaumes sur des airs qu'elle a elle-même composés. Et à quoi passe-t-elle le clair de ses journées? À visiter des prisons, des hôpitaux, etc. Elle est protectrice des Irlandais qui fuient les persécutions du roi d'Angleterre. Elle est marraine de toutes sortes d'enfants. Bref, elle est devenue une femme non seulement apaisée, mais un modèle de piété. Elle a été éloignée de la cour pendant des années. On se dit, mais comment va-t-elle être acceptée aujourd'hui par la cour? Eh bien, ça, c'est la surprise. Évidemment, quand elle arrive, elle va se mettre au goût du jour peu à peu. Mais quand elle rentre de ses 22 années d'exil, elle est totalement démodée. Elle porte les vêtements de l'époque, les perruques de l'époque, tout ça fait un peu rire tout le monde. Mais assez étrangement, elle va devenir amie de la nouvelle reine, Marie de Médicis, la seconde épouse de son mari Henri IV. Ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on voit finalement Marie de Médicis demander constamment les conseils de celle qui était reine à sa place, si je puis dire. Philippe Erlanger nous dit « Margot dut s'incliner et même cruelle épreuve accepter de passer après la fille du roi Élisabeth de France lors du couronnement de Marie de Médicis. » Élisabeth de France à l'époque n'avait que 8 ans, vous voyez, bon, mais c'est un petit peu normal, c'est l'étiquette de la cour. Elle se rebella seulement lorsqu'on prétendit lui imposer une toilette indigne d'elle. Elle exigea de porter une cotte d'argent sous son manteau à collet d'hermine entièrement brodé de fleurs de lys et une couronne fermée comme retenant la qualité de reine. Et oui, car elle est toujours, au moins dans son cœur, une reine, même si elle est devenue, je vous l'ai dit, l'amie de Marie de Médicis, qui va prendre ses conseils, qui va se montrer incroyablement bonne avec elle. Et quand il y a l'assassinat d'Henri IV, donc en mai 1610, on va voir, dès le 15 mai, au moment de la cérémonie au Parlement, au cours de laquelle il y a la fameuse dévolution des pleins pouvoirs pour la régence à Marie de Médicis, on voit au premier rang la reine Margot, qui est là et qui lui apporte son soutien. Elle va devenir à ce moment-là quasiment une conseillère. Malgré sa nature ombrageuse, Marie s'était laissée charmer, nous dit Erlanger. Elle se fiait entièrement à sa devancière, dont elle suivait les conseils pour l'ordonnance des fêtes, dont la mode était revenue, et à l'occasion pour la gestion des affaires publiques, car elle la jugeait fort disposée à tout ce qui est le bien de l'État. Voilà. Une reine Margot apaisée en quelque sorte et qui va vivre vraiment ses derniers mois. Maintenant, je vous ai dit qu'elle est morte évidemment en 1615. Alors, elle n'a pas toujours été extraordinaire. Il y a un exemple, moi, qui m'a toujours frappé. En 1611, une certaine Jacqueline d'Escomment, qui est une femme de mœurs légères et qui avait été un temps au service de la reine Marguerite, donc elle connaissait bien, a obtenu une audience auprès de son ancienne maîtresse, de la reine Margot, et elle lui raconte que c'est une ancienne favorite d'Henri IV, Henriette d'Entragues, qui serait à l'origine de l'assassinat du roi, ainsi que le duc d'Épernon. Car cette Jacqueline d'Escomment, elle se trouvait à la messe juste devant les deux, lorsqu'ils ont parlé, ce qui est d'ailleurs d'une grande prudence, de leur fameux complot. Eh bien, la reine Margot pourrait dénoncer Henriette d'Entragues, elle pourrait dénoncer le duc d'Épernon. C'est pas ce qu'elle va faire. Elle va convoquer Jacqueline d'Escomment une seconde fois, et la seconde fois, elle lui fait redire toutes ces accusations, alors que le duc d'Épernon en personne est caché derrière une tenture. Inutile de vous dire qu'à partir de là, Jacqueline va être arrêtée. Le duc d'Épernon est devenu très important, très influent dans le conseil. Elle va être arrêtée, condamnée à la prison perpétuelle. Et on a envie de dire, eh bien voilà encore une bonne occasion manquée
pour la reine Margot. Alors ça n'empêche pas de continuer, elle, à collectionner des amants. On dit qu'elle se promène partout maintenant avec 4 pages blonds qui l'escortent et qu'elle les fait tondre pour confectionner ses propres perruques. Vous voyez, le dernier amant de Marguerite, c'est un certain Villard ou le Villard, c'est un chanteur en fait. Un jour où elle est tombée vraiment très malade, il a déclaré que si elle survivait, il ferait le pèlerinage de Paris à Notre-Dame des Victoires de Senlis. Eh bien, il l'a fait et on l'imagine, elle, suivant son amant, lui est à pied, elle est en carrosse au milieu des cierges, des cires, enfin de toute une espèce d'appareil assez mortuaire. Bonjour Jean-François Saulnon, nous vous retrouvons dans un instant pour évoquer ce personnage hors norme. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la reine Margot avec votre invité, l'historien Jean-François Saulnon. Alors d'abord, pourquoi Margot ? On a pas mal d'auditeurs qui nous disent d'où vient ce surnom de Margot ? Est-ce qu'on l'appelait Margot de son vivant ? Pourquoi Margot ? C'est une question qui intrigue nos auditeurs, Jean-François Saulnon. Oui, on l'appelle Margot de son vivant, mais il semble que ce soit seulement son frère Charles IX qui lui ait donné ce nom, et il l'appelle toujours ainsi. Ça vient d'un petit spectacle qui a été donné à l'occasion d'un grand tour de France conduit par Catherine de Médicis avec ses enfants entre 1564 et 1566. C'est un grand tour de France où la reine mère montrait le roi, le jeune roi Charles IX, oui, le fameux, ses peuples. Le grand voyage de Charles. Hein. Et là, il y a eu quantité de fêtes, de réjouissances. Elles ont commencé à Fontainebleau, mais il y en a d'autres, jusqu'à Bayonne d'ailleurs. Et à cette occasion, eh bien, on a donné une représentation qui a été signée d'ailleurs de Pierre de Ronsard, une sorte de pastorale, où les enfants de Catherine interprétaient un rôle et on leur a donné des petits noms. Alors on a donné Orléantin pour le futur Henri III, qui était à l'époque duc d'Orléans. On a donné Navarin pour Henri de Navarre, Guisin pour Henri de Guise, et tout naturellement Margot pour Marguerite. Voilà d'où vient ce surnom de reine Margot, popularisé évidemment par Alexandre Dumas. Hein. Alors popularisé, c'est satisfaisant pour les amateurs dont je fais partie, d'Alexandre Dumas, mais évidemment par rapport à la vérité historique, en tout cas celle qu'on essaye de saisir, il y a une marge considérable puisque c'est une femme qui a subi et qui subit encore d'ailleurs une légende noire et extrêmement forte. Où elle est présentée comme une femme lubrique, une nymphomane, ayant même commis, ça paraît invraisemblable, le péché et le crime d'inceste avec ses frères. Avec ses frères, on voit ça bien sûr chez Alexandre Dumas, on le revoit à l'écran sous la direction de Patrice Chéreau. Et alors Michelet s'en est emparé, parce que Michelet avait toujours l'habitude de transformer les faits en symboles. Et pour lui, toutes ces turpitudes, c'était les turpitudes de l'Ancien Régime. Oui, c'était une façon pour lui de stigmatiser l'Ancien Régime, bien entendu. Du reste, c'est Patrick qui nous dit, on a l'impression que l'auteur de Game of Thrones s'est inspiré de l'histoire de cette reine. Oui, je confirme, hein, on sait que Game of Thrones est largement inspiré de toutes sortes d'histoires européennes, et notamment de cette histoire de la cour des Valois. Il faut dire que la violence, la dureté des rapports, l'incroyable complexité et hypocrisie des relations à l'intérieur même de la famille ont atteint à ce moment-là des sommets, Jean-François Saulnon. Ça semble être une sorte de recrudescence de la famille des Atrides, mais là encore, il faut faire attention parce qu'il y a énormément de pamphlets qui ont circulé. On est dans une période de guerre civile, et une guerre civile qui dure pratiquement la moitié du XVIe siècle. Par conséquent, chacun a intérêt à noircir l'autre. Et dans le cas précis de Marguerite de Valois, celui qui l'a noirci, c'est très probablement, parce qu'on n'est pas absolument sûr de l'auteur du pamphlet, probablement le protestant Agrippa d'Aubigné. Il existe en effet un pamphlet assez court, de moins de 30 pages, qui s'appelle Le divorce satirique, où on a insisté justement sur à la fois la lubricité de Marguerite, mais également on s'est moqué énormément, on a ridiculisé Henri IV. Henri IV apparaissant comme un mari trompé, mais également comme un époux complaisant. Par conséquent, on a là la racine de toutes ces turpitudes qu'on va reprocher à la reine Margot. On cite près d'une vingtaine d'amants, par exemple. Il semble bien qu'Agrippa d'Aubigné, parce qu'on a passé en revue tous les auteurs possibles de ce pamphlet, et Agrippa d'Aubigné est celui que l'on retient le plus parce qu'il donne des renseignements qui sont en même temps précis, parce qu'il connaît la vie de Marie. D'Aubigné était le gentilhomme d'Henri de Navarre. Oui, mais il cite quand même toute une série d'amants. Alors il faut passer tout ça ensuite au crible. Est-ce que ça a un grand intérêt ?
peut-être pas. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette légende noire n'a cessé de se développer. On est allé plus loin, puisqu'on a accusé Marguerite d'avoir fait assassiner un des favoris, un des mignons d'Henri III, Henri Dugas, par exemple. On l'a accusé d'être à l'origine d'une guerre, la 7e guerre de religion, celle qu'on appelle la guerre des amoureux. Bref, on l'a énormément chargée, et on peut trouver l'explication à cela. Parce que finalement, la vie de Marguerite, c'est la vie d'une femme libre, ou qui est en quête de liberté à une époque où la liberté n'était pas accordée aux femmes, où la femme dépendait de son père et après son père de son mari. Et là, on a affaire en effet à quelqu'un qui recherche cette liberté, qui n'a pas peut-être eu pendant toute sa jeunesse l'amour familial qu'elle souhaitait. Elle est orpheline de père assez tôt, elle a 6 ans lorsqu'Henri II meurt, et à la fois elle admire sa mère, Catherine de Médicis, mais elle la redoute. Elle trouve d'ailleurs que Catherine ne l'aime pas assez, n'a pas suffisamment d'éléments démonstratifs de son amour, d'autant que Catherine a une fille préférée, c'est Élisabeth, celle qui va épouser le roi d'Espagne Philippe II, et un fils préféré, c'est Henri d'Anjou, futur Henri III. Ce qui est assez frappant chez le personnage, c'est son caractère théâtral. Alors, est-ce que c'est la vérité historique ou est-ce qu'on doit ça à un certain nombre de chroniqueurs et ensuite de romanciers? Mais avouez quand même que cette femme qui va jusqu'à porter sur ses genoux et aller enterrer la tête de son amant, cette femme qui se présente à la cour avec une robe couverte de têtes de mort, cette femme qui, au milieu de figures de cire et de grands cierges, accompagne son amant pendant un pèlerinage, cette femme qui est elle-même entourée de tout un carteron de valets dont on sait que les cheveux servent à confectionner ses perruques. Tout ça sont des images très fortes qu'on ne peut que conserver, évidemment. Ça frappe les gens. Oui, mais justement, peut-être frappe-t-elle trop. Parce que elles existent, ces images. Il faut savoir d'où elles viennent. Elles viennent en effet des pamphlets et des récits et de la correspondance du temps. Encore faudrait-il... Vous pensez qu'on lui a beaucoup prêté, en fait ? Oui, énormément. Je crois qu'il faudrait se débarrasser d'un certain nombre d'images qui sont un peu fortes, en effet, frappantes, mais qui sont peut-être pas conformes à la vérité. Non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une femme qui a le sentiment d'appartenir à une race qui est la race des rois valois. Et là, elle est très consciente d'appartenir. Quand même, elle est petite fille de roi, grand-père c'est François Ier, oui. Fille de roi, sœur j'ai oublié de petite 3 fille, rois, mais oui, vous avez raison. Et puis également épouse de roi. Mais oui. Par conséquent, et c'est elle d'ailleurs, lorsqu'elle revient à Paris en 1605, c'est la dernière des Valois, dans une cour qui est dirigée par le premier des Bourbons. Oui. Et par conséquent, elle apporte avec elle, même si ce n'est plus la jolie femme de sa jeunesse, mais comme tout un chacun, elle s'est enlaidie, elle a énormément grossi, elle a plus guère de cheveux, elle est complètement édentée, comme, j'allais dire, tout le monde à cette époque-là, mais elle représente le siècle des Valois, elle représente cette civilisation dont Voltaire disait qu'elle était d'or et d'argent ensanglantée, parce qu'il y a à la fois la brillance de cette civilisation, et puis il y a aussi la guerre civile, la violence, les rudes coups qui se donnent sous le manteau. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. La reine Margot est notre grand portrait aujourd'hui. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, c'est l'historien Jean-François Solnon. Alors, je parlais tout à l'heure d'une femme, en employant un anachronisme, on pourrait dire intellectuel, Jean-François Solnon. C'était une femme qui aimait les lettres, qui aimait les poètes, etc. Elle avait une belle bibliothèque. C'est une femme cultivée. C'est une des plus cultivées probablement de son temps. Et là, on ressent la marque des Valois. C'est aussi le cas de son frère Henri d'Anjou, futur Henri III, qui était un intellectuel. Lui. De sa grand-tante, l'autre Marguerite. Mais bien entendu, Marguerite de Navarre. Et c'est quelqu'un qui avait énormément de vivacité d'esprit et qui a fait de très bonnes études. Elle a fait de très bonnes études où on lui a enseigné évidemment le latin, on lui a enseigné le grec. C'était le must à l'époque de connaître le grec, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. L'italien, l'espagnol, donc les langues vivantes de l'Europe du temps. Et c'est surtout quelqu'un qui était une très grande lectrice. On apprend d'ailleurs que lorsqu'elle entamait la lecture d'un livre, et si celui-ci ne lui plaisait pas, elle allait jusqu'au bout, elle le terminait. Donc grande lectrice, elle parle bien. Elle a le don de l'éloquence, qu'aura également Henri III. Et elle écrit bien parce qu'elle a écrit ses mémoires. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cet amour qui aura traversé sa vie de part en part est en quelque sorte pour elle un des beaux-arts, d'une certaine manière ? C'est très possible dans la mesure où elle cultive une idée qui était très à la mode à l'époque, qui nous paraît très étrangère aujourd'hui.
et qui est la version néo-platonicienne, nouveau Platon, en quelque sorte la relecture de Platon oui. en ce qui concerne l'amour. Et qui peut se résumer un peu de cette manière-là. La femme, qui était considérée notamment par les théologiens, par les confesseurs, comme une sorte d'instrument de Satan qui allait, par leur beauté et leur séduction, évidemment provoquer le trouble dans la société masculine. Eh bien, au contraire, dans cette philosophie néo-platonicienne, la femme, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et l'amour que ces femmes inspirent grâce à leur beauté est une sorte d'apprentissage, imparfait sans doute, mais un apprentissage de l'amour divin. Par conséquent, il y a une sorte de sublimation de l'amour. Et Marguerite a une formule d'ailleurs qui résume peut-être le tout en disant « Voulez-vous cesser d'aimer ? Posséder la chose aimée ». C'est-à-dire que c'est une sorte d'amour spirituel et dans la doctrine stricto sensu, évidemment, on doit se contenter de la vue de l'être aimé, de l'écoute de l'être aimé et pas aller au-delà. On sait que Marguerite réussissait à faire la synthèse entre la philosophie néo-platonicienne et puis un amour très charnel avec ses amants. Alors ça aurait pu être le terrain d'entente avec son terrible mari, Henri de Navarre, celui qui va devenir Henri IV, qu'on surnomme le ver galant, qui aimait lui l'amour très charnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne se sont jamais, si je puis dire, ils ne se sont jamais rencontrés, ces deux époux. Tous les opposent, à part leur âge qui est commun. Elle est extrêmement cultivée, elle a le goût de la lecture, lui ne l'a pas du tout. Il va se révéler plus tard un grand bâtisseur, mais c'est pas un lecteur. Et puis leur vie a été différente. Elle a vécu donc à la cour, auprès de sa mère Catherine, et puis du milieu de cour. Le jeune Henri de Navarre, il s'est amusé dans les montagnes de Navarre ou du Béarn. Il n'a pas reçu la même formation. Et il est vrai qu'entre ces deux êtres que l'on a mariés, l'un est protestant et l'autre est catholique. Et Marguerite a une foi religieuse très affirmée, qui s'est bien entendu accentuée avec l'âge. Et vous citiez tout à l'heure ses actions de charité. Elle a toujours été une femme charitable. Mais il y a quand même ici deux conceptions de la spiritualité qui sont différentes. Donc ils ne se ressemblent guère. Je crois pouvoir dire qu'ils ne se sont pas vraiment aimés. Mais elle a beaucoup respecté son mari. Oui, ça il faut le souligner. Et elle a été très attachée à lui, quitte à le défendre quand c'était nécessaire. Et même à le sauver, dit-on. Oui, en particulier lorsque ils ont été compromis dans cette fameuse conspiration de la Mole et Coconnas, où il a fallu que Henri de Navarre se défende. C'est elle qui a rédigé le texte, le manifeste de défense. Par conséquent, c'est un curieux couple qui chacun mène sa vie. On dirait abusivement aujourd'hui, c'est un couple moderne, parce que lui cultive évidemment les aventures, les maîtresses, et certaines de ses maîtresses d'ailleurs sont extraordinairement ambitieuses, parce que Henri de Navarre a cette particularité, c'est quand il tombe amoureux, il promet tout, il promet surtout le mariage, ce qui est quand même assez cocasse à cette époque-là, et concernant le personnage. Et puis elle, de son côté, oui, il y a des amants. Alors, c'est assez particulier, parce que lorsqu'une maîtresse du roi est enceinte, eh bien Henri de Navarre demande à sa propre femme de s'occuper de cette maîtresse qui va bientôt donner naissance à un enfant. Donc tout ça est tout de même assez complexe, assez curieux. C'est ça qui a fait scandale. Et ce qui faisait scandale aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est non pas que Marguerite ait des amants, mais qu'elle ait des amants publiquement. Et d'ailleurs, Catherine de Médicis, sa mère, lui faisait remarquer que son propre père, Henri II, avait eu des maîtresses. Mais il avait toujours respecté sa femme publiquement. Mais surtout, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il y a un abaissement du niveau social de ses amants au fur et à mesure qu'elle avance en âge. Des valets à la fin, ça se termine avec des valets ou des garçons d'écurie. Ce qui est assez frappant chez elle, et je voudrais qu'on vienne un petit peu sur cet aspect, c'est qu'elle a un esprit politique. On le verra dans la façon qu'elle a de conduire un peu les affaires de Marie de Médicis, dans certaines limites, bien entendu. On le voit surtout dans l'espèce de bras de fer juridique qui l'oppose à son mari. Elle va savoir se débrouiller plutôt pas mal, finalement, pour revenir en cour. Elle va monnayer son départ. Elle a toujours eu des soucis d'argent. Ouais. Pendant toute sa vie, elle est endettée très largement. Elle est endettée non seulement auprès des banquiers qui suivent la cour, mais endettée auprès des gentilshommes de la cour. Par conséquent, les difficultés financières sont constantes parce qu'elle dépense beaucoup également. Et là, à partir de 1590, elle est donc dans ce château du Son, où elle est quasiment prisonnière. Il faut quand même bien y penser. À partir de 1591, ils se mettent d'accord, Henri IV désormais et elle, pour le démariage. On disait pas divorce encore à cette époque-là.
c'est une reine qui va être démariée. Et ce processus va durer parce qu'elle est très attachée à recevoir, le moment venu, une pension suffisante pour pouvoir mener grand train et également une somme d'argent, j'allais dire forfaitaire. Alors il faut obtenir cette annulation du mariage. Vous savez que le procès donc a lieu en cour de Rome et il y a 3 arguments qui vont être retenus. Le premier, c'est la consanguinité entre ces 2 êtres, puisqu'ils sont cousins issus de germains, ils sont petits cousins. Ensuite, ça a été la contrainte, et ça c'est une invention de toute pièce qu'on voit bien dans le film de Chéreau et qu'on lit dans Alexandre Dumas. Pousse littéralement sa sœur. Marguerite pour qu'elle accepte le mariage, ça c'est une invention qui a eu lieu 20 ans après. Et puis également, et c'est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit d'une épouse de roi, la stérilité. Parce qu'évidemment, Marguerite n'a pas donné d'enfant à Henri de Navarre. Et maintenant, il est roi de France. Alors peut-être a-t-elle eu des enfants, et ça on n'en sait vraiment rien, a-t-elle eu des enfants de ses amants? Peut-être a-t-elle accouché en secret? Peut-être a-t-elle avorté également? Et c'est ça d'ailleurs qui a fait le choc qui lui a valu de la part de son frère Henri III l'exil. Alors justement, j'aurais bien aimé qu'au-delà d'Henri IV, on parle aussi de son frère, enfin du frère qui lui a fait le plus de mal, si je puis dire. Henri III, ils ont eu des rapports très compliqués tous les deux. C'est Henri III qui l'exile, c'est lui, il ne faut pas l'oublier. C'est ça le paradoxe. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage dans lequel figure un très beau chapitre sur Henri III, où vous nous montrez un Henri III intime, un Henri III du côté privé, si je puis dire. Le livre s'appelle Le goût des rois, l'homme derrière le monarque. C'est publié chez Perrin. Merci beaucoup, Jean-François Saulnon. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu dès samedi pour un nouveau grand portrait.